Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Marion Duvage, je suis animatrice et agente de mobilisation chez Action Logement Lanaudière. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit guide pratique pour distinguer le harcèlement et le conflit. Notre petite vidéo va se présenter en 5 étapes. Donc, comment définir le conflit et le harcèlement, quelle est la différence entre les deux, que faire si on est victime de harcèlement. On va également donner quelques exemples pour nous aider à différencier l'un et l'autre. Puis finalement, on va vous donner des outils pour savoir comment y faire face. Commençons par définir ce qu'est le conflit. Le conflit, c'est le désaccord entre au minimum 2 personnes ou 2 parties. Quand on parle de parties, ça peut être les propriétaires d'un bar et les locataires de l'autre, donc 2 couples. Ensuite, il est normal de vivre des émotions négatives lorsqu'on vit un conflit, ce qui nous amène à réagir. Et donc, la personne en face de nous aussi risque de réagir et tout le monde va finir par s'énerver. C'est pas le fun pour personne. Il est très rare qu'on reste très poli en situation de conflit. On y trouve donc de l'incivilité qui s'apparente beaucoup à du manque de respect. C'est bien aussi de noter que le conflit est difficile à vivre pour les 2 parties. Personne n'aime vivre des émotions négatives. C'est difficile pour le locataire, mais c'est aussi difficile pour le propriétaire de vivre dans le conflit. Finalement, un conflit ne se règle pas toujours tout seul. Donc, on peut avoir besoin d'aide pour pouvoir régler un conflit. Le harcèlement, lui, c'est quand le conflit devient à sens unique ou que les réactions d'une partie deviennent disproportionnées par rapport à l'autre. On va trouver des conduites vexatoires. Ne vous inquiétez pas, je vais vous voir avec vous une liste de conduites vexatoires à la fin de la présentation. Il va y avoir une forme de violence, donc une violence verbale ou physique, ou encore de l'intimidation. Le harcèlement, ça se caractérise normalement par une répétition. Donc, ce n'est pas un événement isolé, mais c'est quelque chose qui revient plus d'une fois. On va également considérer qu'il y a harcèlement s'il y a un incident qui est vraiment grave. Je vais vous donner un exemple plus tard. Normalement, le harcèlement va également avoir des conséquences sur la personne qui le vit. Ça va créer un milieu de vie néfaste, malsain, elle va vivre beaucoup de stress. Ça peut être difficile de différencier une situation de conflit d'une situation de harcèlement, donc on va essayer de vous donner des petits trucs pour pouvoir reconnaître quand on a franchi la ligne de l'harcèlement. Comme je disais plus tôt, il y a souvent une réaction de force égale de la part des 2 parties dans une situation de conflit. Mais dans une situation d'harcèlement, il y a quelqu'un qui va réagir beaucoup plus fort que l'autre. Par exemple, moi je vais parler et l'autre va me crier dessus. C'est important, les limites exprimées d'une des parties ont été franchies. Donc si je demande à la personne de se calmer en face de moi parce que j'aime pas son attitude ou que je me sens agressée verbalement et que la personne continue, qu'elle insiste ou qu'elle reproduit ce comportement-là, on s'approche pas mal d'une situation d'harcèlement. Souvent, quand on parle d'harcèlement, on dit qu'une personne extérieure raisonnable serait affectée par les agissements. Ça veut dire quoi, ça, une personne extérieure raisonnable? Ça veut dire que n'importe qui, donc quelqu'un qui n'est pas pris sous le coup de l'émotion ou de la colère, serait également dérangé par l'attitude ou le comportement de l'harceleur. Par exemple, si c'est moi, que j'ai rien à voir avec le conflit ou avec la situation présente, puis que quelqu'un, tout d'un coup, me crie dessus, je vais trouver ça très désagréable. Ou encore, quelqu'un me claque la porte systématiquement au visage, je vais trouver ça assez agressant. Même si je ne connais pas les détails de l'histoire, l'attitude de la personne en face de moi va me déranger. C'est un bon indice pour savoir s'il s'agit d'harcèlement. Finalement, on va normalement considérer que c'est du harcèlement lorsque quelqu'un met une pression excessive ou intense pour obtenir quelque chose qu'il veut. Ça peut être par exemple un propriétaire qui veut que son locataire quitte. Donc, il va mettre de la pression dessus pour qu'il déménage avant la fin du bail. Le Bureau d'intervention de la prévention des conflits et de la violence de la Polytechnique à Montréal a fait un petit tableau que vous voyez sur le PowerPoint pour essayer de démontrer c'est quoi la différence entre le conflit et l'harcèlement. Vite fait, comme on a dit, l'harcèlement, c'est des attitudes, des gestes, des actions qui vont affecter n'importe qui est hors du problème, donc la personne raisonnable. C'est répété ou grave, il va y avoir une hostilité non désirée, ça va avoir une atteinte sur notre qualité de vie, puis ça peut aussi être une atteinte à notre dignité ou notre intégrité. Alors que le conflit, lui, ça va plutôt être un manque de respect, un manque de politesse, un manque de courtoisie, un refus de collaborer ou encore un manque de savoir-vivre. Bref, c'est de l'incivilité. Attention, seul un juge ou un avocat peut déterminer s'il s'agit réellement d'harcèlement aux yeux de la loi. Ni vous, ni votre voisin, ni même nous, votre comité logement, on peut déterminer si oui ou non vous pouvez porter plainte et gagner en cours pour harcèlement. Maintenant qu'on a bien défini c'est quoi le harcèlement et le conflit, qu'est-ce qu'on fait si on pense qu'on vit du harcèlement? Premièrement, c'est vraiment très important d'exprimer son refus et ses limites. Lorsqu'on parle de refus ici, c'est de dire non de façon générale. Non, je n'accepte pas qu'on me parle de cette façon-là. C'est très important parce que les gens parfois s'emballent sous l'effet de l'émotion. Il y a beaucoup de gens qui sont un peu plus sanguins, comme on dit, et ils n'ont pas forcément connaissance de l'effet de leur attitude
ou l'effet que ça peut avoir sur la personne en face d'eux. Aussi, pour pouvoir dénoncer la personne qui nous harcèle, il faut prouver qu'on lui a déjà demandé d'arrêter ou qu'on lui a déjà dit qu'on n'était pas à l'aise avec la situation. Si on ne l'a jamais dit qu'on était inconfortable, la personne va pouvoir plaider qu'elle ne savait pas qu'on était mal à l'aise face à la situation ou face à son attitude. Deuxièmement, et c'est le plus important, c'est de prendre des notes. On prend des notes de tout. On prend des notes de ce que la personne nous a dit, sur quel ton, quand et où. Vous pouvez vous envoyer un courriel ou le noter dans votre téléphone ou l'envoyer à un ami. Ça, c'est des bonnes preuves plus tard si jamais vous voulez pouvoir déposer plainte. Parce que la répétition est un facteur clé de l'harcèlement. Donc, il faut pouvoir prouver que l'attitude est répétée. C'est malheureux de le dire, mais c'est malheureux aussi de le recommander. Mais en effet, si on vit de l'harcèlement, on doit essayer d'éviter le harceleur. Pourquoi? Pour éviter que les choses dégénèrent. On ne voudrait pas passer dans le conflit en répondant trop à la personne qui nous harcèle. Puis aussi pour éviter que vous perdiez le contrôle. À la place, on va inviter les gens à envoyer une mise en demeure pour que la situation cesse. C'est également la première étape si jamais vous désirez faire un recours plus tard au tribunal administratif du logement, anciennement la régie. Si malgré une mise en demeure ou encore malgré le fait que vous avez exprimé les limites, le harcèlement persiste, c'est vraiment recommandé de porter plainte au tribunal administratif du logement. Car c'est votre droit de vivre dans un logement où vous vous sentez bien et vous n'avez pas à vivre du harcèlement. Maintenant, il faut faire attention. En situation de conflit. Car nous, comme locataires, on peut aussi être accusé de harceler notre propriétaire. Il faut donc se questionner en situation de conflit. Est-ce que je suis en train de faire de l'harcèlement, moi, comme locataire? Pour éviter de tomber dans le harcèlement, on évite d'appeler trop souvent son propriétaire. On évite d'envoyer plusieurs mises en demeure. Une, c'est suffisante. On évite de se présenter plusieurs fois au domicile du propriétaire également. Même si nos motivations sont bonnes, même si vos raisons sont tout à fait valables. Par exemple, vous avez des problèmes d'insalubrité ou des problèmes de réparation où vous voulez que ça cesse, que vos voisins font vraiment trop de bruit, c'est votre droit et c'est valable, mais ce n'est pas une raison d'harceler son propriétaire ou d'être trop insistant. Il existe des recours légaux, mais un juge ne va jamais excuser un comportement harcelant, même si le locataire vit une situation très difficile. Donc, ça pourrait se retourner contre vous, de trop insister. Voyons maintenant rapidement quelques exemples pour nous aider à bien différencier ce que c'est le harcèlement et ce qui n'en est pas. C'est du harcèlement de couper l'électricité de son locataire, de faire des menaces, par exemple de menacer de retirer des services comme l'Internet si c'est inclus dans votre bail. C'est du harcèlement d'enlever la porte d'entrée. C'est du harcèlement d'atteindre à la réputation du locataire en faisant courir des rumeurs sur elle ou en appelant à son travail pour répandre des rumeurs. Ça aussi. C'est également du harcèlement de surveiller les faits et gestes de son locataire ou de son propriétaire ou encore de le déranger sans arrêt. Tout le monde a le droit d'être tranquille chez soi. Attention, ce n'est pas du harcèlement de recevoir une mise en demeure. Le propriétaire et le locataire ont le droit d'envoyer des mises en demeure s'ils sont en désaccord avec nous. Ce n'est pas non plus du harcèlement si notre propriétaire nous propose de mettre fin à notre bail comme solution en cas de conflit. Si jamais on est dans un conflit, c'est une solution valable. C'est également le droit du propriétaire de vous poursuivre au tribunal administratif du logement si votre loyer est en retard ou impayé. Finalement, si le ton monte entre vous deux, c'est probablement plus du conflit que de l'harcèlement, ou du moins c'est comme ça qu'un juge risque de le voir. Je vais conclure cette présentation en vous donnant quelques petits outils pour vous aider à bien distinguer si on parle de conflit ou d'harcèlement. Tout d'abord, on prend des notes pour nous aider à nous rappeler de tous les faits, dès qu'il y a un conflit, parce qu'on ne sait jamais quand ça peut dégénérer. Deuxièmement, on fait un tableau où on met les attitudes et les comportements du propriétaire d'un côté et les attitudes et comportements du locataire de l'autre, pour voir si c'est proportionnel ou si c'est plus intense et répété d'un côté de l'autre. Finalement, on fait une liste de toutes les conduites vexatoires que nous a fait vivre le propriétaire. Puis maintenant, je vais vous donner ma petite liste de conduites vexatoires non exhaustives. Donc, on a l'intimidation, la menace, la déstabilisation, isoler la personne, empêcher la personne de s'exprimer, donc lui couper la parole, déconsidérer la personne, donc nuire à sa réputation, abuser de son pouvoir. Exemple, le propriétaire essaie de mettre des réglementations excessives ou abusives, telles que vous interdire d'avoir de la visite. L'intrusion dans la vie privée, donc vous espionner ou encore entrer chez vous sans votre permission de façon illégale. Un contrôle abusif de l'information, puis finalement avoir un comportement arbitraire, donc être très gentil avec votre voisin et être très désagréable avec vous. J'espère avoir pu vous aider à mieux comprendre comment faire la différence entre le conflit et le harcèlement. Si jamais vous sentez que vous vivez une situation de harcèlement, s'il vous plaît, ne restez pas seul, consultez votre comité logement ou encore toute autre association qui pourrait vous aider à améliorer la situation. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une bonne chance.